Bonjour et bienvenue à ce cours. Alors aujourd'hui, nous allons dédier le cours pour la Refoua Shelema Bekarov de, je vais vous dire ça tout de suite, je ne vais pas me tromper dans les noms, Yitzhak Ben Esther Sarah, Eliaou Chaim Hanavi Ben Tita Esther, Julien Yehuda Ben Esther, Adel Miriam Bat Michal Alia, Laetitia Bat Rachel, Denise Bat Esther, Mima Bat Esther, euh, Monique Tsipora Bat Yosef, Joseph. Je l'ai Je l'ai rendu Yosef. Ok, on va faire un petit télim. Quelqu'un veut lire ou je m'y colle? Comme vous voulez. Colle-y toi. Ok. Si tu veux, il y a des healthy snacks derrière toi. Il y a un petit chia pudding et rien n'a de sucre. C'est que avec du monk fruit. Très healthy. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Exactement. Une bonne copine. Exact. Tu mets pas les pains au chocolat. Je mets pas les pains au chocolat. Hier, je me suis juré de pas manger. Ça donnait trop envie. C'est dur. C'est dur. Mais là, j'ai fait un repas. Jamais de ma vie, j'aurais pu faire un repas aussi healthy. Même mon mari, il a dit, mais quel ça te plaît. C'est parce que c'est énergie. Alors après, quand je finis avec le change, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני יוצא שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך על ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Ok. La semaine passée, on a parlé de quoi? Qui a envie de faire un petit résumé du cours de la semaine passée? Léa, genre, tu n'étais pas là. On the spot. Non, qui est-ce qui a envie de parler? La semaine passée, si vous voulez, je m'y colle aussi, hein, je peux tout faire. la semaine passée, tu as expliqué la faculté que la femme elle a de rendre quelque chose ordinaire en extraordinaire. Ah, voilà. J'adore. Ok, alors oui, la semaine passée, on parlait des super pouvoirs de la femme. Et on disait en fait, la femme juive, Hachem nous a donné des mitzvot qui nous donnent en fait une indication sur quel est notre pouvoir. Et je t'enverrai le cours parce que c'est intéressant de savoir quels sont nos pouvoirs. Je prends toujours l'exemple de Superman qui s'appelait Clark Kent à la base et on sait qu'il est réel, il existait, d'accord? À un moment dans l'histoire, il y a quelqu'un qui lui a dit, Clark, bah, réponds. Oui, oui. Clark, sache que tu as des super pouvoirs. Tu peux lever avec un petit doigt la terre entière ou un immeuble. Avec tes yeux, tu peux tuer par le laser, je ne sais pas trop quoi, et faire le feu. D'accord? Et parce qu'il a su ça, alors il a pratiqué pour développer ses pouvoirs et pour maîtriser ses pouvoirs. C'est la même chose avec nous. Akadosh Baruch Hu nous avait dit, ma fille, tu as des pouvoirs magiques, entre guillemets, des super pouvoirs, que seul toi as. Tu as le pouvoir de transformer l'ordinaire extraordinaire. Et donc, on a vu ça dans le cours. Comment ça va? Tu peux laisser ouvert Cathy. Ouais. Cathy, Léa, je ne sais pas si vous connaissez. Bienvenue. Voilà, hop. Les autres, je crois que vous êtes rencontrés. Anaïs, tu as vu déjà Cathy? Oui, bah oui, bien sûr. OK. Donc, cette semaine, on va passer à la relation idéale entre l'homme et la femme. OK? Mais avant ça, je voudrais juste faire un petit aparté définition d'un terme important. OK? C'est le terme nida. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah, c'est une mitzvah, la nida. Et on sait que moi, je veux dire que c'est une mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah d'être nida. En fait, nous, en tant que femmes juives, on a l'habitude que quand on nous donne une mitzvah, on va la faire, mais on va bien la faire. Genre, on te dit, bah, il faut nettoyer la laitue avant de la manger. Tu vas aller, tu vas acheter la lampe parfois, tu vas mettre le savon, tu vas mettre le vinaigre, ce que tu as l'habitude de faire, ce que ton rêve t'a dit de faire. Tu vas nettoyer, tu vas regarder, est-ce qu'il y a un petit moustique, il n'y a pas de moustique, d'accord? On fait les choses bien. Donc, si on se dit la mitzvah, c'est la nida, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va être bien dans le fait de rester bien à fond dans sa nida. Or, on va voir qu'aujourd'hui, la période de nida, c'est quoi? C'est une énergie. Comment ça va, Maline? Mais pas du tout, ne sois pas disant, on vient de commencer. Tout le monde se connaît? Oui. Lynn? Oui. Miral, Cathy, tu connais Lynn?
Ok. Alors voilà, un moment vous êtes passé à New York toutes les deux, donc peut-être que vous avez des amis en commun, vous verrez ça après. Donc on disait, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, Buenos días, Paula. Buenos días! Sorry. C'est drôle. Alors voilà, du coup, vous connaissez en fait. Alors, du coup, on disait, c'est pas une mitzvah d'être nida. La mitzvah, elle s'appelle Taharat Hamishpacha, la pureté familiale. Et à travers ces lois de pureté familiale, il y a en effet un moment où la femme passe par une étape qui est une étape d'énergie spirituelle d'impureté qui s'appelle nida, qu'on appelle nida. Donc, c'est pas la mitzvah de nida, mais c'est la mitzvah, au contraire, de Taharat HaMishpacha, de purification. Donc, l'idée, c'est d'aller vers notre destination dans cette mitzvah-là, c'est d'aller vers la pureté. Et c'est pas de rester dans la nida. Et pourquoi? Parce qu'on verra plus tard, dans 2, 3 cours, qu'en fait, pour beaucoup de femmes, le fait d'être en contrôle de cette période-là, c'est une période où on contrôle, où on doit faire des vérifications, etc. Bah, parfois, on est trop strict. Et en fait, Hachem, il nous dit, tu sais quoi? Toi, la femme, tu as cette tendance à être stricte avec toi-même. Déjà, c'est une première chose. Ça nous arrive très souvent qu'on est plus dur avec soi-même qu'avec sa meilleure amie. C'est rare qu'on parle à notre meilleure amie comme on se parle à soi-même dans sa tête. Mais alors, ma grosse, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah, tu l'as mangé ton sponge finalement, hein? Jamais tu dirais ça à ta meilleure amie, mais tu te mets devant ton miroir le matin après avoir mangé le sponge la veille et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? D'accord? Alors que jamais on dirait ça à sa meilleure amie. On lui dirait, mais tu es belle même avec ton sponge. D'accord? Donc, on a tendance à être très dur avec soi-même déjà, ou moins tendre avec soi-même. Et surtout, on a tendance à vouloir contrôler les choses. Ça nous rassure quand on est en contrôle. On le verra aussi dans le cours de la semaine prochaine. Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne à travers ces lois de Taharat Hamishpacha, il y a des moments, tu dois être en contrôle. C'est important que tu sois en contrôle. Et il y a des moments, tu dois être dans le lâcher prise. Et c'est important que tu regardes pas. Et ça, pour nous, parfois, c'est pas facile. Nous, on aime bien tout savoir, tout connaître, tout vérifier. Et bien, parfois, Hachem, il nous dit, ben non, en fait, il faut pas. Parfois, il faut aussi ne pas vérifier, et c'est ça la mitzvah. Et ça, c'est la partie quand on est justement dans le moment de connexion avec son mari, après l'étape de Nida, après le mikvé. Une fois qu'on est passé dans le mikvé, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et tu peux te laisser aller dans les bras de ton mari d'Hachem, sans vérifier quoi que ce soit. On verra ça dans les détails. Mais aujourd'hui, je voudrais juste définir qu'est-ce que ça veut dire le mot Nida, et à quoi ça correspond exactement. Parce que parfois, on ne sait pas vraiment exactement à quoi ça correspond. Alors, le mot Nida, c'est déjà un mot qui veut dire séparer. Pourquoi? En fait, on a dit c'est pas une souillure d'être Nida, c'est une forme d'impureté spirituelle. D'accord? Et on va voir à quoi ça correspond. Quand on va prendre un exemple. OK. Quand est-ce qu'on devient Nida? Quand est-ce qu'une femme, quand elle a ses règles, quand elle a en fait un écoulement de sang en provenance de l'utérus. On est d'accord? Maintenant, ça peut arriver à 9 ans pour certaines petites filles. Aujourd'hui, c'est très tôt. Ça peut arriver parfois à 14 ans, 15 ans. Ça dépend quel type de femme on est, d'accord? Et jusqu'au mariage, bah, elle est Nida du coup, puisqu'elle n'est pas passée par le processus de purification. Le processus de purification, c'est tu reçois tes règles en effet, d'accord? Donc tu deviens Nida, ou tu as un écoulement de sang en provenance de l'utérus, donc tu deviens Nida. On va voir pourquoi. Ensuite, tu dois faire un Hefsek Tahara, les Shiva Nekim, qui sont les 7 jours de propreté, suivis de la préparation pour le mikvé et du mikvé. Ça, c'est le cycle de purification. Une fois que tu as fait ce cycle, whoop, c'est bon, tu es OK. Sauf qu'une femme avant son mariage, elle ne va pas au mikvé. Donc, elle est encore Nida. D'accord? Donc, et ça ne veut pas dire qu'elle est impure physiquement. C'est vraiment quelque chose de spirituel. On va donner un exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais vous montrer. Vous allez voir que je suis très, très douée. Je suis une grande artiste. Je dessine particulièrement bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est mon petit truc que j'utilise d'ailleurs depuis 10 ans, je crois. C'est toujours le même, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est un utérus, d'accord? Avec l'utérus, le vagin, les trompes et les ovaires. OK?
qu'est-ce qui se passe quand on a nos règles? Enfin, qu'est-ce qui se passe, pas quand on a nos règles, qu'est-ce qui se passe dans un cycle féminin? D'accord? La semaine passée, on parlait que la femme, on a reçu la notion de temps à l'intérieur de notre corps. Donc, eh bien, il y a une petite membrane qui est là, qui s'appelle l'endomètre. L'endomètre, c'est un petit peu, on va décrire, c'est un peu différent, mais un peu comme l'intérieur de la joue. C'est un petit coussinet de chair comme ça, qui a pour but de recevoir l'ovule au moment où il va être, au moment de l'ovulation, d'accord? Ou au moment où il va être libéré. Ce coussinet, il grandit. Il grandit, et on a dit, c'est un petit peu comme comme l'intérieur de la bouche, ok? C'est tout doux, tout, mais c'est un petit peu plein de sang, ok? Ce coussinet, il a pour but donc de recevoir, d'accueillir l'ovule. Et donc, comment ça va, Jess? Tu vas bien? Baruch Hashem, est-ce que j'ai le droit de un petit bisou? Tu as très bien de faire, de laisser ta voiture. Si tu rentres avec ta voiture, je serai très embêtée. Et donc, on parle pour le moment du cycle de la femme. Donc, au 14e jour, plus ou moins, d'accord, il y a un petit ovule qui va passer de l'ovaire vers les trompes et qui va descendre dans l'utérus. Si cet ovaire est fécondé, qu'est-ce que ça veut dire fécondé? Il y a un petit spermatozoïde, d'accord, qui va venir, qui va être donné par le mari, qui va venir par le vagin, passer le col de l'utérus et venir rencontrer l'ovule à l'intérieur de l'utérus. Si il y a, donc l'ovule représente une potentiel de vie, d'accord? La zéra, le spermatozoïde aussi. S'ils se rencontrent et qu'ils créent ensemble la vie, à ce moment-là, il y a la vie qui se développe. La maman va voir son ventre grandir et le fœtus va grandir et va donner un petit bébé dans 9 mois si Dieu veut. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cet ovule n'est pas fécondé? Alors, l'ovule, eh bien, il va, pardon, il est là. L'ovule, j'ai l'impression d'être Miss Météo. Alors, en Bretagne, l'ovule va tout simplement tomber, OK, par le vagin, et avec toute la membrane qui est spécifique que pour cet ovule, donc l'endomètre, va se détacher, et c'est ce qu'on appelle les règles. Donc, qu'est-ce que c'est les règles? C'est en fait un potentiel de vie qui n'a pas été fécondé, qui ne se réalise pas, et on passe à un cycle suivant. Donc ça, il y a une idée de potentiel de vie qui n'a pas été actualisée. OK? Maintenant, je voudrais juste qu'on vienne à la fin de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'âme sort du corps, on pose le corps dans un endroit qui s'appelle un cimetière. Right? Qu'est-ce qui se passe quand on va visiter un cimetière? Quand on sort du cimetière, il se passe quelque chose de très amusant. On se lave les mains, on fait le netila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans bracha. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se lave les mains? Qu'est-ce qu'il y a d'impur? En fait, un corps dont l'âme s'est séparée devient impur. Est-ce qu'il devient impur si on le touche? Quand je vais au cimetière, je touche à personne. C'est Dieu. D'accord? Non, il y a aussi une forme d'impureté spirituelle qui fait que quand on visite un cimetière, eh ben, la personne prend cette forme d'impureté spirituelle avec elle. D'ailleurs, un Kohen qui, Bezrat Hashem, peut à n'importe quel moment devoir servir de nouveau au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, eh ben, il ne rentre pas dans un cimetière. Mieux que ça. Même pour aller dans un hôpital, c'est compliqué. Il doit vérifier qu'il n'y ait pas un corps mort dans l'hôpital. Même dans un avion, si par exemple il va en Israël, il y a beaucoup parfois de coffins, de comment ça s'appelle? Les défunts. Ouais, mais comment? Bon, bref, de cercueils, merci, de cercueils qui partent en Israël pour être enterrés. Alors, il doit pareil. Allô, Elal, est-ce que dans mon vol, on est sûr qu'il n'y a pas de cercueil? Pourquoi? Parce que même dans cet avion, d'accord, alors qu'il n'est pas en contact direct, eh ben, il peut recevoir cette forme d'impureté. Qui est Cohen? Ouais. Je ne sais pas. La vérité, je ne connais pas. Il faut lui demander. Il faut demander au rabbinim. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a une forme d'impureté spirituelle. Et vous vous souvenez, la semaine passée, on expliquait que, ou c'était la semaine d'avant, on expliquait qu'en fait, la spiritualité, c'est un monde qui existe, mais qu'on ne voit pas. De la même manière que quand, par exemple, ce téléphone et ce téléphone, si j'appelle Noah, par exemple, bah, il y a quelque chose qui se passe entre les deux boîtes. C'est pas juste deux boîtes. Il y a une énergie qui se transmet d'une boîte à l'autre. D'accord? Donc, ça fait partie, ce monde des énergies. En fait, c'est spirituel. On ne le voit pas. Mais on sait que ça existe.
D'accord? Tu sais, par exemple, que quand tu prends ta télécommande, tu allumes ta télé, c'est pas par magie. C'est parce qu'en fait, il y a des ondes qui passent entre ta télécommande et ta télé qui commandent. Donc, il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais qui existe. C'est exactement ça, la spiritualité. C'est un monde que nous ne vous percevons pas, qu'on peut parfois sentir. Tu vas par exemple au cotel et tu vas dire, waouh, je sens quelque chose de très élevé. Je sens une vulnérabilité en moi qui est vraiment différente. C'est différent. C'est pas ordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est ça qu'on appelle kadosh. C'est, là, en français, la sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est quelque chose de séparé. C'est quelque chose de différent au niveau énergétique, au niveau spirituel. D'accord? Pareil, s'il y a quelqu'un qui, voilà, Jess, elle est arrivée là dans la truc, on a senti, tu vois, son énergie positive. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Baruch Hashem. Donc, mais il y a des gens, tu rentres, ils rentrent, tu n'as même pas vu, et tu dis, La rasera. un froid, la rasera. Ouh là là, d'accord? Donc, il y a des énergies comme ça, on ne voit pas et on les ressent. Si on est tuned, si on est habitué à les ressentir, ok? Donc, qu'est-ce que c'est que cette nida? Nida, c'est quoi? C'est en fait au moment où la femme perd ce potentiel de vie, même si ce n'est qu'un potentiel de vie, il y a une forme d'impureté spirituelle, une énergie spirituelle d'impureté qui se met sur cette femme. OK? Et sachez quoi? C'est qu'elle va venir, entre guillemets, être dangereuse que pour son mari, être contaminante que pour son mari. C'est-à-dire que une femme nida, elle peut embrasser une autre femme, elle peut serrer dans ses bras une autre femme. Nothing's happening. Il n'y a rien qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme d'impureté spirituelle, elle est particulièrement localisée au niveau de sa féminité, puisque c'est de là que ça part. Et que c'est interdit dans la Torah qu'un mari, qu'un homme, ait une relation intime avec une femme nida. OK? Parce que c'est très spirituellement, c'est là où il va en fait recevoir le manque de la spiritualité impure. OK? Donc ça, c'est dans la Torah. On verra ensuite des lois qui créent autre chose, en tout cas. Donc, nida, c'est quoi? C'est une forme d'état spirituel d'impureté. C'est ça la nida. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une mitzvah, nida. La mitzvah, c'est les lois de Taharat HaMishpacha ou c'est le mikvé. Mais on ne dit pas, tiens, il y a la mitzvah de nida. Parce que j'entends très souvent Chana. L'acronyme Chana, c'est Voilà. Chala, Nida, Adlakat Nerot. D'accord? Moi, j'aime pas ce truc parce que je me dis, bon, bah, non, c'est pas Nida. Nida, c'est pas une mitzvah. OK? C'est un état spirituel d'impureté. OK? Et comment est-ce qu'on clean cet état spirituel d'impureté? On le verra quand on parlera de la préparation au mikvé. D'ailleurs, je vous amènerai, c'est une classe qu'on fera au mikvé, pas en maillot de bain, tout ensemble dans le mikvé, mais on ira visiter le mikvé ensemble pour faire ce cours, parce que c'est très particulier d'être à côté de cette eau. On verra comment est-ce qu'on répare cet état spirituel d'impureté. On verra d'où vient l'origine des règles et on verra comment est-ce qu'en fait on revient à la pureté grâce aux eaux d'Éden. Je vous donne un petit avant-goût. OK, donc on a fait ça. Maintenant, je voudrais qu'on parle ensemble euh, de la relation idéale entre une femme et son mari. OK? Bah, il y en a une fois, il y a une dame qui m'a dit, ah, c'est facile la relation idéale. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Il fait ce que je lui demande, il me saoule pas. Et tout va bien. Je dis, mais écoute, c'est une très belle... On va reprendre. Alors, on va reprendre dès le départ. Donc, c'est pas ça la relation idéale. On disait la semaine passée que lorsque Adam Arishon, il a été créé, lorsque l'être humain, le premier être humain, il a été créé à l'image de Dieu. Donc, il a été créé un, à la fois masculin et féminin, dans le même corps. Vous vous souvenez cette idée-là? OK. Donc, d'ailleurs, je vais vous prendre tout de suite un petit fruit. J'arrive. Ok. J'avais oublié l'expérience scientifique.
Ok, donc on a quelque chose de très important. C'est qu'on a un être humain qui est à la fois féminin d'un côté et, pardon, il est déjà cassé, et masculin de l'autre. Ok? On voit d'ailleurs des références concave et je ne sais plus comment on dit. Extériorisé. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que une partie de ce fruit, lorsqu'Hachem a séparé le féminin du masculin, on est d'accord qu'il y a énormément de choses en commun entre le féminin et le masculin. D'accord? Ils ont la même chair, ils ont les mêmes molécules, ils ont la même peau. Ok, il y a certains organes qui sont différents. D'accord? Il y en a qui ont un organe comme ça, l'autre un organe comme ça. Mais malgré tout, au final, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. D'accord? C'est deux parties d'un tout. On est d'accord ou pas? C'est important de se souvenir de ça. J'adore cette image. Oui, très étudié. Ok, c'est super important. Pourquoi? Parce que parfois, on se dit, enfin, on nous a dit, on nous a fait croire, les mouvements féministes, etc., ou les ayatollahs du passé, d'accord, nous ont fait croire que, en fait, il y en a un qui est bien meilleur que l'autre, il y en a un qui est bien plus fort que l'autre, il y en a un qui est bien plus, d'accord, ou qu'on doit être exactement pareil. En fait, on ne doit pas être pareil. On est différent, on est complémentaire, mais on est égaux en valeur, si ce n'est que on a des fonctions différentes. D'accord? Et c'est très bien comme ça. Baruch Hashem. Maintenant, on disait, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, on a dit, il est la parfaite unité entre le féminin et le masculin. Le parfait équilibre entre le féminin et le masculin. OK? Quand il a créé ce monde, vous vous souvenez, je vous parlais des chamallows la dernière fois. OK? Léa, ne t'en fais pas, je te referai, je t'enverrai le cours. Cathy, tu étais là pour les chamallows? OK. Donc, lorsqu'il a créé le monde, on disait en fait, il a créé le monde à partir de ses propres molécules, après à partir de lui-même. Ok? Il s'est contracté, Tzimtzum, et ensuite il s'est expanded, je ne sais pas comment on dit en français, étendu, ok? Et par cette action de contraction et d'explosion, presque, eh ben, il a créé le monde. Il a rempli le monde de sa matière. C'est-à-dire que quand on dit Ein od milevado, auquel tu es très familière, il n'y a rien d'autre que lui, bah c'est vrai. C'est que ça c'est Hachem, 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 ça c'est Hachem. On est tous faits d'Hachem. Je prenais l'exemple d'une maman qui tombe enceinte et qui en fait à l'intérieur, tout le bébé, il est entièrement fait d'Hachem, d'Hachem aussi, mais de sa maman. Donc tout vient de la maman. Notre maman, entre guillemets, c'est Hachem pour le monde entier. D'accord? Donc, pourquoi c'est important? Ça veut dire que quand il a créé le monde, il a créé le monde avec cette harmonie de masculin et de féminin. Et d'ailleurs, en ivrite, en Lachon HaKodesh, en hébreu, d'accord? Eh bien, il y a du féminin et du masculin, contrairement à l'anglais. Un table, votre table très jolie, c'est un table ou une table, on ne sait pas en anglais, parce qu'ils n'ont pas de féminin et de masculin. Mais en ivrite, d'accord? Oui, c'est, par exemple, la pluie, c'est masculin. La terre, c'est féminin. Pourquoi la pluie, c'est masculin? Et ça fait du sens. Parce que la pluie, elle donne. On disait, l'énergie masculine, c'est mashpia. Mashpia, c'est celui qui donne, the giver. D'accord? C'est celui qui donne. C'est lui qui fait tomber la shefa. Mashpia, shefa, c'est la même racine. D'accord? Donc, ça veut dire que la pluie, elle donne. Et qu'est-ce qu'elle fait la terre? Elle reçoit, elle est mékabel, elle est féminine. D'accord? Tout en hébreu, quand vous voyez du féminin ou du masculin, c'est parce qu'en fait, il y a une fonction soit de don, soit de réception. C'est intéressant. D'accord? Et bienvenue Rachel, bienvenue Esther. Et donc, le monde entier, on peut le voir au féminin ou au masculin. Et en fonction qu'on est une femme ou un homme, on va avoir, d'ailleurs, ça m'a donné toute une discussion avec mon mari ce Shabbat. On a eu toute une discussion philosophique sur la réalité. Il y a une réalité, mais il y a plusieurs réalités à la fois. Très compliqué pour un cartésien comme mon mari d'entendre ça. Ça l'avait beaucoup énervé, mais il a quand même mangé. Ça allait. Alors,
Donc, on a nos lunettes féminines ou nos lunettes masculines. Pour celles qui ont plus de 40 ans, quand on était petite, il y avait le Picsou Magazine et ils vendaient les trucs en 3D. D'accord? Tu avais une lunette rouge et une lunette bleue. Et quand tu ouvrais le magazine, eh ben, tu voyais en 3D. Pourquoi? Parce que il y avait des choses bleues et rouges. Si tu enlevais tes lunettes, bah, tu voyais rien du tout, ça faisait un peu mal à la tête. Tu as l'impression que c'était flou. Mais si tu mettais tes lunettes, bah, tu voyais comme si ça sortait du magazine. D'accord? Yarasra. Tu n'as pas connu Michal. Mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous aussi, on a cette possibilité. Vous êtes trop jeunes, les meufs. C'était à l'époque des dinosaures, comme me dit mon fils. Ça veut dire que nous aussi, en fait, il y a des choses qui existent dans cette réalité qu'on va voir soit avec notre visière féminine, soit avec la visière masculine. Je vais prendre un exemple. Euh, non, celui-là, il ne va pas marcher. OK. Je vais vous demander de me décrire ce que vous voyez. Non, mais attends, c'est pas assez différent. Voilà. Je vais vous demander de me décrire exactement ce que vous voyez. Les filles qui sont chez elles, vous pouvez me décrire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que c'est. Décrivez-moi ce que vous voyez. Un livre, il y a écrit en argent, en hébreu, En anglais, ouais. Il y a une inscription qui est visible dans la couverture. D'accord. Moi, je vois un écriteau blanc. Je ne peux pas savoir si c'est un livre. Tu vois un écriteau blanc, tu vois pas un livre? Qu'est-ce que tu vois? Ok. Si tu veux comme ça, les femmes qui sont que tu vois que ça. sont devant l'écran, elle va dire, elle montre une plaque. Non, d'accord. Alors voilà, regarde. Alors regarde. Sophie Didot. Il y a marqué Tefilati, Tefilasi, Personal Prayers for Women. Alors, OK. Alors voilà, ça c'est ce que vous voyez. Et moi, je peux vous dire, ben, pas du tout. Moi, je vois une couverture de livre blanche avec une étiquette avec un barcode noir. Et vous allez me dire, ben, t'as fumé, c'est pas du tout ce qu'il y a. En fait, regarde ce qu'il y a. D'accord? Sauf qu'en fait, il y a une double perspective à notre réalité. C'est pas que moi j'ai tort et que toi tu as raison. Les choses différentes. C'est toujours la même chose en fait. C'est pas que moi j'ai raison ou toi tu as raison. C'est qu'en fait, on a toutes les deux raison. Et ça, c'est un truc à se dire dans notre tête de petite mariée. Parfois, on dit à notre mari, mais non, c'est moi qui ai raison. En réalité, il y a une double réalité. Avec ses yeux d'homme, il va voir une certaine chose. Avec tes yeux de femme, tu vas voir une autre chose. Et pourtant, vous avez la même chose face à vous. Moi, je lui dis carrément, c'est pas ma réalité, c'est la tienne. Direct, je lui dis. Voilà. Je lui dis, C'est ta réalité. C'est vrai. OK? Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir ça? C'est intéressant de savoir qu'en fait, dans un couple, très souvent, on va essayer de confronter nos réalités. On a envie de voir les mêmes choses avec son mari, d'accord? Parce qu'on est un. Mais en réalité, oui, on peut voir les mêmes choses, mais n'oublions pas que ça demande du temps. Pourquoi? Parce que on est de la même matière. Non, c'est juste qu'en fait, tu apprends à traduire. Il y a un sociologue formidable que je vous engage vraiment à lire. Il s'appelle Dr. John Gray. D'accord? Il a écrit un livre il y a très longtemps qui s'appelle L'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. OK? Il a fait depuis des centaines, enfin pas des centaines, mais beaucoup d'autres livres qui sont très intéressants et qui sont très en accord avec la vision de la Torah. Donc, pourtant, il n'est pas du tout juif, mais il a vraiment une perspective très thoraïque sur le couple et sur le féminin et le masculin. Et donc, il enseigne dans son livre qu'en fait, ben, il faut juste apprendre à traduire. De la même manière que quand tu arrives aux États-Unis et que tu ne parlais pas forcément bien l'anglais, on t'a dit, je ne sais pas, par exemple, good morning, ça veut dire bonjour. Ben non, bonjour, c'est bonjour. Good morning, c'est pas bonjour. Si en anglais, dans sa langue à lui, good morning, c'est bonjour. Eh ben, on va prendre un exemple. L'exemple de je suis épuisée. D'accord? Pour nous, la femme, je suis épuisée. Ça sonne très vrai dans certaines oreilles. Je suis épuisée signifie quoi?
J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Je vais t'éclater. Je vais t'éclater. Ethan, Je n'ai pas dormi. c'est pour ça qu'il s'est mis à la course récemment. C'est pour ça. Ça veut dire quoi, je suis épuisée? De quoi tu as besoin? Non, je suis comme- Hein? Non. Tu as besoin de soutien. Je comprends que tu sois épuisé. Comment tu dois faire? Exactement. Tu as besoin que ton mari En ta soit à connaissance. côté de toi. D'accord? Qui t'écoute déjà. Parce que tu as envie de lui raconter pourquoi tu es épuisé, pas juste je suis épuisée. Il rentre à la maison ou tu rentres à la maison et tu es épuisé. Pour toi, en tant que femme, ça veut dire j'ai besoin de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. J'ai besoin de te dire tout ce qui est lourd sur mes épaules. Même si tu vas rien y faire, je ne t'attends pas forcément que tu fasses quelque chose. J'ai besoin de partager. J'ai besoin que tu sois à côté de moi. J'ai besoin que tu sois à côté de moi et que tu valides ce que je te dis. D'accord? Maintenant, on va translater dans un langage masculin. Et encore une fois, les hommes sont faits différemment. D'où vient l'homme? L'homme, Adam, vient de Adama. Pam, pam, pam. La terre, lui, c'est Tachles, c'est concret. Tu veux quelque chose, tu le dis. Dans le monde des hommes, ils ne comprennent pas qu'on insinue quelque chose. Mais si tu as besoin d'une bague en or, dis-moi, j'ai besoin d'une bague en or. Pourquoi tu veux me dire, tu sais, j'étais avec ma copine, elle avait une très belle bague. Ah là là, j'ai adoré. Ah ouais, ok, tu as adoré. Pour lui, ça ne veut pas dire j'ai adoré. Donc, le prochain anniversaire, n'oublie pas la bague, machin, truc de la copine. Pour lui, dans un monde d'hommes. Mais si tu veux un cadeau, mais qu'à chaque fois, il ne sait pas ce que tu veux, ou tu lui envoies des photos, mais il a oublié les photos. Et comment? Le fait de lui redire, ça ne gâche pas ton cadeau? Alors non, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, suite au prochain épisode. Mais là, on focus plus sur le comprendre. Après, on parlera de la communication. Donc, je suis épuisée pour une femme veut dire j'ai besoin que tu sois là, que tu m'écoutes, que tu restes à côté de moi et que tu valides. Pour un homme, je suis épuisée veut dire j'ai besoin d'un sas de décompression. J'ai besoin d'un sas de décompression quelques minutes. Ça peut être d'aller courir pour certains. Ça peut être de sortir le chien pour d'autres. Ça peut être de prendre un petit verre pour se remettre. Ça peut être de manger un petit truc. Ça peut être juste d'être seul, 5 minutes, peut-être devant son écran. Pourquoi? Il a juste besoin de décompresser. Maintenant, imagine Shana Rishona, première année du mariage. Voilà. Le mari rentre à la maison. Chérie, je suis épuisée. Maintenant, il ne parle pas le langage de sa femme encore. Il n'a pas compris. D'accord? Elle, ah bon, mon amour? Attends, c'est toi mon mari. Maman. Ah bon, mon petit cœur, t'es épuisé? Mais raconte-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais alors, oh là là, c'était dur. Et ton partenaire, ton associé, il était relou. Oh là là, mais je te plains, mon chéri, mon amour. Mais raconte-moi. Pourquoi tu ne veux pas me raconter? Mais raconte-moi. Et lui, il se dit, mais attends. Je viens de lui dire, je suis épuisée. Elle sait quand même ce que ça veut dire. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de décompression. Pourquoi est-ce qu'elle ne respecte pas mon espace, mon besoin vital de décompresser? Donc pour lui, c'est un manque de respect que tu viennes et que tu lui dises mon amour, mon chéri, mon petit chéri. Et c'est un gentil. OK? Maintenant, à l'inverse. La femme, le mari rentre à la maison. On va dire qu'il y a un peu plus qu'1 an de mariage. Elle a un bébé qui dort pas la nuit, qui ne s'est pas arrêté, machin, d'accord? Il rentre. Et elle lui dit, oh, chérie, je suis épuisée. Lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, sas de décompression. Ok, chérie. Il part. Et elle se dit, mais il s'en fout complètement de moi. Donc, dans un sens, on a, je suis épuisée, la femme qui vient, lui, il prend que c'est un manque de respect, qu'elle ne veut pas lui laisser son espace. Et je suis épuisée chez la femme, il se casse parce que lui il se dit, elle a besoin de décompresser, d'être tranquille. Donc moi, je vais la laisser tranquille. Et en fait, elle se sent abandonnée, pas importante à ses yeux, etc., etc. Et vas-y que les problèmes Shalom Bayit commencent. Welcome to the world. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est qu'en fait,
il y a deux langages. Et il faut apprendre. Et donc, il faut savoir comment décoder le langage masculin et comment décoder le langage féminin, sans attendre 20 ans de mariage. Parce que sinon, on en passe des galères. Alors, se souvenir que oui, lui, lorsqu'il dit « je suis fatigué » ou qu'il dit autre chose, d'accord, là, j'ai pris « je suis épuisé » parce que ça nous parle, particulièrement, eh ben, ça veut dire en fait, j'ai besoin d'un sas de décompression. Et 20 minutes après, un quart d'heure après, il est dispo pour toi. Parce qu'il voit, waouh, elle m'a respecté. Un homme, il a besoin qu'on le respecte. Mais il ne se rend pas compte. Pour toi, c'est pas un manque de respect. Mais comment ça, je t'ai manqué de respect? Je suis venue te demander ce que tu avais, pourquoi tu étais fatiguée, machin. Je t'ai pas manqué de respect. Au contraire, je t'ai montré de l'attention. Je t'ai montré de l'amour. D'accord? Mais en réalité, c'est juste le féminin et le masculin qui viennent se confronter l'un à l'autre. OK? Donc ça, c'est vraiment intéressant de savoir ça. Un langage avec le temps qui devient commun, on trouve un même langage, ou à vie, c'est comprendre qu'on a des langages différents. Donc, ne pas se vexer quand il me donne mon espace, et moi, ne pas être vexé quand il me Bah, tu te vexes même plus parce que tu sais, quand tu habites, ça fait combien de temps que tu habites à Miami? 3 ans. OK? C'est ta troisième année. Maintenant, dans la rue, tu comprends ce qu'ils disent. Donc, tu n'as même plus besoin de te dire, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire good morning? Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose avec ton mari. En fait, tu sais naturellement, OK, là, je lis que ça veut dire il a besoin d'espace. Là, je lis qu'il a besoin de déconnecter. Par exemple, tu le vois en train de... Il rentre, il a beaucoup de problèmes au travail et il ne parle pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu parles pas? Mais pourquoi t'es méchante, tu me fais la tête? Oh, peut-être il m'aime plus, peut-être il s'assuie, peut-être il a truc. Et nous, vas-y, ça cogite dans tous les sens, d'accord? Alors que lui, juste, comme il a ses problèmes, il a besoin de rentrer, de se vider avant de se connecter à quelque chose d'autre. Et peut-être qu'il n'a pas envie de parler de ça. Et c'est OK. Peut-être qu'il a envie de parler de ça. Et à ce moment-là, tu peux recevoir sans juger, ce qui est très dur, sans donner ton C'est conseil. difficile de comprendre qu'on change. Ça veut dire que la première année, ben, on a moins de soucis. Donc, je suis épuisée, c'est oui, mon amour, pourquoi est-ce que tu as eu aujourd'hui? Mais post 10 ans, je suis épuisée, il a accumulé d'autres responsabilités qui font qu'il ne va pas venir s'asseoir et dire oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça. Alors, c'est ça ma question. Est-ce que le fait si un homme il est comme ça, il n'a jamais été comme ça, ok. Mais si tu étais et que tu ne l'es plus parce que la vie elle a changé, il y a de quoi être Non. vexé. Après, Parce que quand tu vas bien sûr. rentrer à ta tête, même, il n'aura même plus besoin de dire, tu vas comprendre que là, Bien il sûr. a besoin de ces 5 minutes ou ces 10 minutes. Ouais. Ok, mais quand il n'avait pas ces problèmes et qu'il n'avait pas besoin, Il y a toujours un truc. Tu peux pas dire. Avant, il y a des problèmes. Il y a d'autres trucs après et même après les enfants ils grandissent. Donc au début c'est parce qu'ils pleurent. Après parce il y a toujours quelque chose. Ouais. C'est juste qu'en fait tu le déchiffres. Et vous déchiffrez. Exactement. Moi, je dis Vous avez le décodeur en fait. tu sais, tu vois ta tête, il non, te dire je suis épuisée, Ouais. Tu vas comprends. là, il faut que je le laisse. Ouais. ok. Moi, je dis que dans un couple, si les deux sont en conscience, il n'y a pas beaucoup. Le décodage, il se fait différemment. Parce que il y a une implication des deux. Peut-être un timing qui n'est pas le même, mais je pense qu'il y a une compréhension et il y a une volonté d'aider. Et il y a une grande psy qui m'a dit quelqu'un ne change pas jusqu'à qu'on l'amène au point où il est obligé de changer. D'accord, mais ça, on parle d'autre chose. Non, Parce mais que voilà. tu ne changes pas ta nature ou ta manière d'être créé. Là, on parle de création. C'est-à-dire que c'est inné chez l'homme, par exemple, d'être très sensible à tout ce qui est beaucoup plus sensible qu'une femme. Et là, on va en parler maintenant. À tout ce qui est matériel, physique, sensoriel. D'accord? Tu verras d'ailleurs que les lois, par exemple, de Shomer-Negia, les lois de séparation, de ne pas se toucher entre hommes et femmes, elles sont faites plus pour les hommes que pour les femmes. Une femme, à la limite, elle pourrait éventuellement, peut-être, toucher la main d'un homme que ça ne lui ferait pas imaginer des choses incroyables. D'accord? Alors que pour un homme, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont on a été créé. Donc tu as raison, il y a des choses qui sont de la croyance, il y a des choses qui sont des habitudes, il y a des choses qui sont du travail de ses propres traits de caractère. Mais il y a les traits de caractère qui sont une chose, qui sont différentes d'une personne à l'autre, et il y a des définitions
du masculin et du féminin qui sont inhérentes à l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont encore plus enfouies. Et à ce moment-là, juste, toi, tu apprends à lire, tu apprends à décoder, comme disait Lynn. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as raison en ce qui concerne le changement, mais tu ne peux pas changer. Alors, c'est toute une théorie aujourd'hui. Est-ce que tu peux changer et devenir une femme? D'accord? Entre guillemets. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En réalité, il y a des gens, il y a des âmes qui sont plus féminins que d'autres, c'est-à-dire qui ont cette capacité peut-être à être plus dans la réception. On a tous du masculin et du féminin en nous. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'inhérent à la création, à la manière même dont l'être humain a été créé, qui va faire qu'un homme, qu'il le veuille ou non, il y a des trucs en lui, de la même manière qu'un homme, il a certains organes, il y a également une certaine sensibilité plus développée chez l'homme. Chez certains hommes, c'est encore plus développé, chez certains hommes, c'est un peu moins développé, à avoir cette connexion sensorielle. Et c'est pour ça que c'est important parce que ça va être en fait l'objet de la fin de cours d'aujourd'hui et du cours prochain. On continuera notre cours la semaine prochaine sur la relation idéale. C'est-à-dire qu'en fait, une femme, d'accord, lorsqu'elle est créée, on a dit elle est créée d'un être qui est déjà spirituel, puisque on sépare le féminin. Donc, juste je refais pour Léa. Hachem crée l'être humain en prenant de la terre, d'accord? Adam Harishon, le premier homme, il prend de la terre, il amalgame avec de l'eau, et tu as une sorte pas de pomme, mais d'être, mais une sorte de statue, on va dire, d'accord? Elle n'est pas en vie. Comment est-ce qu'il lui donne vie? Il insuffle à l'intérieur de lui, il souffle à l'intérieur de lui une nishmat chaim, un souffle de vie. Qu'est-ce que c'est ce souffle de vie? Et ça, c'est vraiment intéressant de se souvenir. C'est la partie vitale de Dieu. Pourquoi? Le reste du monde, il a été créé par la parole. Tu vas me dire, la parole, il y a aussi un souffle. C'est vrai? C'est le souffle qui passe à travers les cordes vocales, la parole. Mais ce n'est pas un souffle qui épuise, qui est lié à la vie, à la vitalité de cette personne. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si je te donne un texte à lire, tu peux lire le texte. Si tu as des poumons normaux, d'accord, tu peux lire le texte, tu ne vas pas être épuisé. Si je te donne un ballon à gonfler, là, tu souffles, 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 tu vas t'épuiser. OK? C'est la même chose, en fait, c'est que le souffle qu'Hachem a utilisé pour créer le monde, c'était le souffle de la parole. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, il a créé le monde avec la parole. Il a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'était pas, il a pas mis à l'intérieur sa force vitale. Il a mis sa force vitale, la partie la plus profonde de lui-même, à l'intérieur de l'être humain. Et c'est une partie de lui-même. Et ça, c'est la neshama. Une neshima, une respiration en hébreu, c'est les mêmes lettres que la neshama. D'accord? Donc, la neshama, c'est ce morceau de Dieu à l'intérieur de nous. OK? C'est ça qui a donné vie. Waouh, c'est lui qui est tombé, le pauvre. C'est ça qui a donné vie à l'être humain. Maintenant, l'être humain, on l'a dit, il reçoit sa neshama, il est encore un. Maintenant seulement, Hachem va séparer la partie féminine. Donc, on a l'homme qui est créé de la terre, Adama. La terre, c'est Tachles, c'est concret, c'est matériel, c'est physique. Et l'homme est hypersensible aux sens, aux cinq sens. Les cinq sens chez l'homme, chez le côté masculin de l'humanité, est beaucoup plus fort que chez la femme. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que ça va déterminer énormément de choses dans notre relation et dans notre manière d'aimer l'autre. L'amour chez la femme, donc attends, on va reprendre, la femme, elle est séparée d'un être qui est déjà spirituel. Et on a dit spirituel, c'est un peu moins basé sur le physique, c'est déjà immatériel, d'accord? Donc en elle, ce qui la connecte davantage, c'est plus tout ce qui est émotionnel. Une femme, elle peut très bien tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas forcément beau physiquement, entre guillemets, mais il la fait rigoler, il la fait rêver, il lui parle, il lui dit des romans, je ne sais pas trop quoi, d'accord? Elle va se sentir appréciée, elle va se sentir écoutée, et elle va avoir cette envie de s'offrir à son mari, d'accord?
Alors qu'un homme, parfois, il va, pour être connecté avec sa femme, il va juste avoir besoin de lui toucher sa main. Je te rappelle que tu es mon mari. Non. Donc, il lui touche sa main et ça va déjà les connecter. La femme, elle peut toucher la main de son mari, ça ne va pas forcément la connecter directement, sauf si elle est dans une ambiance, machin, d'accord. Mais ça va, genre, elle lui dit, tiens, tiens, chérie, prends le bébé. Ben, il va prendre le bébé, elle va pas être toute émoustillée et se dire, oh, j'ai hâte d'être ce soir. Non, elle va se dire, bon, tiens, le bébé, merci, hop, je me calme. D'accord. Donc, c'est important de savoir qu'en fait, l'homme, il est extrêmement connecté, sa manière d'aimer et sa manière d'arriver au désir de connexion et d'union, elle est liée énormément aux cinq sens. La femme, c'est surtout lié à l'émotionnel. Les sens sont importants aussi, mais moins. Une femme qui a un mari qui est très sensoriel, mais qui n'est pas présent émotionnellement, qui ne lui accorde jamais un moment où elle se sent appréciée, où elle se sent même son amie, où elle se sent, d'accord, un mec qui rentre à la maison, qui est odieux, qui est méchant, elle va pas avoir envie de s'offrir à lui. Même si, sensoriellement parlant, au niveau des sens, il y a des connexions. Mais dans son cœur, elle va se dire, il me manque cette idée de connexion, d'union au niveau émotionnel, au niveau amical, au niveau spirituel même parfois, d'accord? Tu as besoin d'être connecté émotionnellement. Tu as besoin que ton mari soit ton meilleur ami, que tu sentes que tu peux t'ouvrir à lui. Si tu ne te sens pas en confiance avec lui, tu n'as pas envie d'être un avec lui. D'accord? C'est très important de se sentir en confiance avec son mari. Donc ça, c'est au niveau émotionnel. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit, attendez, on a un homme, on a une femme. Ils n'ont pas les mêmes manières de se connecter. En général, l'homme va avoir besoin de connexion physique. Mais pour être physique, la femme, elle a avant besoin d'être connectée au niveau spirituel, émotionnel. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout simplement, on va permettre à l'homme, pendant 12 jours, d'avoir moins de connexion sensorielle avec sa femme pour ne pas être stimulé au niveau sensoriel des sens, d'accord? Toucher, vue, audition, goût, non, comment on dit? Odorat et le goût. Merci. Le goût, d'accord? Et du coup, si on limite ces interactions sensorielles avec sa femme pendant ces 12 jours, qu'est-ce qui va se passer? Il va être capable de se mettre au niveau émotionnel. Parce que lui, dès qu'on touche à la porte sensorielle, il ne peut plus se rendre au niveau émotionnel. C'est comme ça qu'il est fait. C'est comme ça qu'il est fabriqué. On ne peut pas lui en vouloir. D'accord? Et donc, on voit par là que Akadosh Baruch Hu, il dit, j'aime tellement ma fille. Je veux tellement qu'elle soit heureuse dans son couple. Et c'est important pour mon fils aussi, pour le mari. Pourquoi? Parce que le mari, il est heureux. La femme, elle se marie pour être heureuse. Le mari, il se marie pour rendre heureux sa femme. Donc, si je veux qu'ils soient tous les deux heureux, il faut qu'à un moment, je donne un sas de sécurité sensorielle qui fait que l'homme, il va pouvoir se connecter au niveau émotionnel avec elle. Il va pouvoir discuter avec elle, l'écouter, être là, présent, rigoler, comme quand on était fiancés. J'arrête pas de tomber. Comme quand on était fiancés, est-ce que vous vous souvenez? Moi, je me souviens, je vais vous raconter ma vie privée. Désolée si c'est enregistré. Mais j'habitais à Miami, Arnaud habitait à Paris. D'accord? Et on datait par MSN à l'époque, tout en pixelisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, ça va. Alors, il fallait mettre 8 lunettes pour se voir. MSN Messenger. Yarasra, je crois que tu avais 1 an. Ah ouais? Bon. Moi aussi. Ah ouais? Bon, ok. Donc MSN Messenger, au moment où c'est tout pixelisé, d'accord, en 2004, 2005. Bref. Oui, 2005. Ok. Donc, on se parlait et je te promets qu'à l'époque, j'avais toute son attention, même si je lui racontais des trucs genre, quand j'étais petite, mon papa, il m'apportait mon petit déjeuner, il me réveillait à 6 heures du matin, on s'asseyait à la table, il me racontait les histoires de Toutounette, je pouvais lui déblatérer des histoires pendant. Et il était là, c'est vrai, oh mon amour, c'est génial, ma chérie, D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sensorialité. Il n'y avait pas de connexion physique encore.
Après le mariage, il y a une connexion physique. C'est pas que le mari ne veut plus t'accorder cette attention 100% au niveau émotionnel. Sauf que lui, il est fabriqué d'une telle manière que quand il y a une connexion physique, au niveau émotionnel, il est moins là. Et d'ailleurs, tu verras que quand tu n'es pas Nida, d'accord, et que tu es dans ta chambre en train de discuter avec ton mari, et que tu lui dis, ah là, tu sais, quand j'étais petite, il va dire, oui, oui, c'est ça, quand tu étais petite, et d'accord, ça passe à autre chose. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la connexion physique, pour lui, est une porte qu'il ne peut plus fermer. Donc, Hachem, il nous dit, attends, tu vas retrouver ton fiancé, tu vas retrouver ton khatan. Tous les mois, il va redevenir ton khatan. Comment? On le verra dans le prochain épisode. Et je rigole pas. Ok. Super. Merci. Bah, c'est